pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, notamment en thérapie manuelle. C'est-à-dire que quand vous aurez des épaules à rééduquer, vous penserez peut-être à moi avec ce tableau-là. Un tableau de synthèse de tout ce qui se passe à la fois au niveau ici gléno-huméral et ce qui se passe au niveau scapulo-thoracique. Dans le gléno-huméral, je vous ai mis les mouvements majeurs et les mouvements dits mineurs. Je devrais mettre mineur entre parenthèses parce que c'est mineur par le développement articulaire que ça a, mais ce n'est pas mineur dans l'importance, puisque quand on a des mouvements mineurs qui déconnent, c'est souvent le début de la fin. Donc ils ne sont pas mineurs du tout. Hein. Ils ne sont pas mineurs du tout. Ils sont au contraire très importants. Donc c'est par rapport à... Voilà, on a pour habitude de dire mouvement mineur. Je vous apporte cette précision parce que au niveau de l'école, il y a quelques enseignants qui n'aiment pas cette dénomination-là. Mais bon, pour autant, il fallait bien en trouver une. Et donc, quand j'ai fait ce tableau-là, moi j'ai mis mouvement mineur, mais j'entends bien, enfin, voilà, je vois à peu près ce que... Et j'espère que vous voyez ce que je veux dire par là. Au niveau du complexe scapulo-thoracique, systématiquement, vous avez le mouvement majeur ou le mouvement mineur. Hein, il est mineur par rapport à ce qui peut se passer au niveau gléno-huméral. Par contre, dans cette unité-là, il peut être majeur avec des mouvements mineurs associés. Hein, donc c'est là où il faut un peu... C'est très compliqué de tout mettre sur un même tableau. Moi, j'ai essayé de... Enfin, ça fait une paire d'années que je le propose, mais c'est vrai que il y a certainement d'autres possibilités de présentation. Hein. Alors, on y va. Puis, je vais aller doucement, une fois que vous avez compris ça, mais logiquement, si vous avez bien écouté depuis le début, vous pourriez presque le remplir vous-même, ce tableau-là. Alors, sur un mouvement d'adduction, au niveau, le mouvement majeur, on voit bien le mouvement d'adduction, on se dit, voilà, le mouvement majeur, c'est pour tout le kidam, l'adduction, c'est l'écartement du bras par rapport à l'axe du corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau gléno-huméral? On va avoir le mouvement majeur qui est un mouvement de roulement, et le mouvement mineur, ça va être un glissement inférieur. Oui, on a ce mouvement de roulement, glissement inférieur, et donc je vous rappelle qu'il est prépondérant, ce recentrage-là, enfin ce centrage permanent, il est tout au long du truc, mais sa réelle importance, c'est au niveau, enfin au moment où il y a la translation des centres instantanés de rotation. D'accord? Parce qu'autrement, si jamais ça ne translate pas bien, on va avoir effectivement une ascension du flux huméral, hein, par roulement, et puis à ce moment-là, on va avoir une compression des tissus mous sous la voûte sous-acromiale. D'accord? Donc le fait d'avoir quelque chose qui se ressente nous permet simplement de garder cette distance de la voûte sous-acromiale à peu près équivalente. Il faudra bien, et je vous l'ai déjà dit, mais on aura peut-être l'occasion, je vais peut-être faire une partie de la physiopathologie ce soir, pas tout, mais je vais peut-être aller juste sur le conflit, pour que vous compreniez bien, parce que c'est la base au niveau d'une épaule. Un conflit, c'est ni plus ni moins, quand on vous parle de conflit, c'est ni plus ni moins que la diminution de cet espace sous-acromial. Après, on peut avoir une diminution qui est prédominante sur l'avant, on parlera de conflit antéro-interne. Sur la partie, le pôle supérieur, on parlera de conflit supérieur ou de conflit postéro-externe quand ça se passe sur l'arrière, d'accord, avec des causes potentielles différentes. On va voir si on a le temps ce soir. Autrement, tant pis, ça sera pour l'année prochaine pour le module de traumato-rhumato. Donc au niveau gléno-huméral, on a une abduction et dans le même temps un glissement inférieur de la tête humérale. Au niveau de la scapula, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va avoir une élévation, une sonnette externe, un tilt ou bascule postérieur, et sachez qu'il y a un quatrième mouvement mais que je n'ai pas mis dessus parce que, il n'y a pas de place, et puis deux, ce n'est pas un mouvement énorme, c'est un mouvement comme ça, sur son propre axe, un mouvement comme la reine-mère. Hein. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, c'est comme la reine-mère. Elle fait un petit peu ça sur le thorax. Bon, ceci dit, ça peut avoir des incidences pour vous, parce que si jamais il y a ce mouvement-là qui déconne, ça veut dire que potentiellement,
pouvez avoir des trapèzes moyens ou des rhomboïdes qui ne sont pas suffisamment balèzes. Et à ce moment-là, vous allez avoir un scapulum qui va se mettre en sagittalisation. D'accord? Dans votre bilan clinique. Mais là, on reste sur élévation, sonnette externe, tilt postérieur. Donc on va considérer maintenant que c'est un mouvement mineur par rapport, enfin un mouvement mineur, un mouvement secondaire engendré par l'abduction, par l'écartement de la tête, enfin du membre supérieur. Mais maintenant, ce mouvement qui peut être un mouvement majeur, qu'est-ce qui va se passer dans les autres articulations? Au niveau de l'acromioclaviculaire, concernant la surface acromiale. Si vous avez une élévation et une bascule postérieure, ça veut dire que l'acromion, lui, va partir vers le haut et l'arrière. Oui, tout le monde suit ça? Oui. Je suis ici, j'ai un tilt postérieur, donc l'acromion étant un prolongement de l'épine de l'omoplate, si j'ai l'omoplate qui part en arrière, je vais avoir mon acromion qui globalement va partir vers le haut et vers l'arrière. Oui, puisqu'on a dit que la clavicule s'ascensionnait comme ça. Si ça s'ascensionne. Alors ça, si ça s'ascensionne, c'est quand même top, hein, si ça s'ascensionne, eh bien, au niveau de la clavicule, ça va attirer l'acromion, et comme on a dans le même temps une bascule postérieure, l'acromion est attiré donc vers le haut et vers l'arrière. Vous êtes d'accord? Ce qui veut dire que dans le même temps, au niveau de la surface claviculaire de l'acromioclaviculaire, oui, on a dit que la clavicule reposait sur l'acromion, oui, et puis que c'était des mouvements de glissement dans un plan antéro-postérieur. C'est pas haut-bas, c'est une arthrodie, c'est d'avant en arrière. Si vous avez l'acromion qui est en dessous, qui a tendance à monter ici, à glisser vers l'arrière, vous aurez donc dans le même temps, c'est des mouvements infimes, et vous aurez au niveau de la surface claviculaire, de l'extrémité latérale de la clavicule, un mouvement qui va être vers le bas et vers l'avant par rapport à l'acromion. Par rapport à l'acromion. Mais c'est sûr que dans le même temps, ça s'ascensionne. C'est-à-dire qu'elle s'ascensionne, mais par rapport à l'acromion, elle part vers le bas et vers l'avant. D'accord? Ce qui veut dire que quand vous allez vouloir récupérer de la mobilité en élévation, vous aurez tout intérêt à mobiliser votre acromioclaviculaire. Enfin, il faut lui restaurer de la mobilité vers le bas et vers l'avant. Ça ne sert à rien d'aller vers l'arrière. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la sternocostoclaviculaire? Si je monte ici au niveau de ma clavicule, si je monte ici, je descends ici, puisque c'est une baguette, d'accord? Et comme ça a tendance à monter vers le haut et vers l'arrière, ici, ça va aller vers le bas et vers l'avant. Ok? Donc effectivement, on a, là où souvent les étudiants ont du mal, c'est qu'ils me disent, mais comment est-ce que la surface claviculaire peut aller vers le bas et vers l'avant, et que dans le même temps, la sternocostoclaviculaire va également vers le bas et vers l'avant? C'est parce que ça va vers le bas et vers l'avant au niveau de la surface claviculaire par rapport à l'acromion. C'est comme ça que j'ai conçu le tableau. Vous voyez, pour tout le monde, c'est bon ça? Maintenant, au niveau de la clavicule, je vous ai dit qu'il y avait des mouvements de rotation. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la clavicule? La clavicule, elle décrit une rotation postérieure. D'accord? Elle décrit une rotation postérieure. Alors, on pourrait dire, waouh, ça commence à être chaud parce que si c'est postérieur, comment est-ce que ça peut être une rotation postérieure alors que je glisse vers le bas et vers l'avant au niveau claviculaire? Ça, c'est des bonnes questions, hein. Mais en fait, il y a une rotation parce qu'au niveau de la sternocostoclaviculaire, ça part vers le bas et vers l'avant. Et que... je les ai perdus. Non? Un petit... Qui c'est qui a dit ça? Qui viennent ici? Non mais, ça va un peu vite là? Sur cette ligne-là, ça va vite? Bon, il faut que je reprenne ou pas? Vous qui êtes là, de toute façon vous êtes intelligent. Malgré ta blondeur, t'as compris, toi? Hein? Il faut que je reprenne ou pas?
Qu'est-ce qu'ils me disent les artistes là derrière? Ça va. Ça va. C'est vrai? Ouais. Ça vous gonfle pas si je reprends? Non. Non? Moi ça me gonfle un peu, mais bon. Allez. Après tout, je suis là pour vous, je ne suis pas vraiment là pour moi. Je reprends. Parce que si vous avez compris la première ligne, après tout le reste, ça va être cool, quoi. Hein. Alors je reprends. Vous avez compris quand même cette histoire de deux unités, globalement dans mon esprit. Unité homo-humérale, unité homo-claviculaire. Dans l'homo-humérale, c'est la gléno-humérale qui nous intéresse plus, ouais, que la sous-deltoïdienne, même si elle a son importance, hein, puisque je vous ai dit que ce qui faisait mal dans une épaule, c'était la bourse séreuse, donc la sous-deltoïdienne et la longue portion du biceps. Mais bon, peu importe. Là, c'est la tête qui nous intéresse, hein, parce qu'on est en thérapie manuelle et il va falloir mobiliser les surfaces les unes par rapport aux autres. Donc on a la tête d'un côté, avec des mouvements majeurs, des mouvements mineurs, et puis on a l'unité homoclaviculaire avec la scapula, l'acromioclaviculaire, la sternocostoclaviculaire. Et puis, éventuellement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la clavicule? Bon, sachant que la clavicule, vous ne pourrez jamais venir, vous, et la prendre comme une manivelle et jouer avec une clavicule, ça ne se fait pas trop. Hein, enfin, c'est difficile. Donc, je reprends. Sur le mouvement d'abduction. Sur le mouvement d'abduction, on a décrit là, en début de séance, qu'on allait avoir un mouvement, puis vous référez au tableau de Dufour avec le rythme scapulo-huméral. On va avoir un mouvement de roulement qui va être majeur, qui va être prédominant dans la tête, d'accord? Et dans le même temps, et notamment aux alentours de 45-60 degrés, on va avoir un mouvement de glissement inférieur, d'accord? Ça, c'est pour la tête humérale. Ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, quand je vais monter le bras, on a vu au moment des mouvements élémentaires de la scapula qu'elle était animée de ces quatre mouvements-là, ils se faisaient de façon concomitante, simultanée, extemporanée. Je l'ai placé une deuxième fois, j'adore ce terme, et donc, en même temps, quoi. Et donc, elle va s'ascensionner, cette scapula, elle va partir en sonnette externe, en tilt postérieur et un mouvement comme ça sur son propre axe. D'accord? Si jamais je fais un mouvement d'abduction, donc je retrouve ces quatre mouvements-là. Donc au niveau de la scapula, que je considère comme étant un mouvement majeur sur le complexe scapulo-thoracique, j'ai un mouvement d'élévation, sonnette externe, tilt ou bascule postérieure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les mouvements mineurs, enfin les mouvements associés, on ne va pas dire mouvements mineurs, mais quels sont les mouvements associés au niveau de l'acromioclaviculaire et de la sternocostoclaviculaire? Au niveau acromioclaviculaire, j'ai dissocié la surface acromiale de la surface claviculaire pour que vous compreniez bien que quand je vais avoir au niveau acromioclaviculaire, dans le mouvement d'élévation, un tilt postérieur, c'est donc que mon acromion, comme il est le prolongement de l'épine de l'omoplate, que l'omoplate monte et se met en arrière avec un mouvement de sonnette, mais je laisse tomber la sonnette là, ça monte et ça va vers l'arrière. L'acromion, donc, qui est solidaire de cette scapula, va avoir un mouvement vers le haut et vers l'arrière. Donc, dans le même temps, même si l'ensemble de la clavicule s'ascensionne, dans le même temps, la surface claviculaire au niveau acromioclaviculaire, par rapport à l'acromion qui part en haut et en arrière, eh ben notre clavicule va donc partir dans des mouvements minimes, mais elle va partir plutôt vers le bas et vers l'avant. Ce qui veut dire que quand vous allez en thérapie manuelle mobiliser cette articulation-là, vous mettez dans deux cas de figure. Soit vous prenez l'acromion, enfin votre clavicule comme point fixe, et l'acromion, vous allez plutôt le mobiliser vers le haut, vers l'arrière. Si maintenant vous prenez votre acromion comme point fixe et que vous mobilisez la clavicule, vous allez plutôt mobiliser la clavicule vers le bas et vers l'avant. Ça va pour tout le monde? Ouais. Moi j'ai un truc que je comprends pas, parce que le fait que la clavicule... Non, je déconne. Vas-y.
le fait que la clavicule suit l'acromion, du coup, elle devrait pas, elle aussi, partir vers le haut et le postérieur? Comment ça se fait qu'elle part vers l'avant? C'est parce que ça fait un bâillement, c'est ça? Parce que elle part, tu as entièrement raison mon ami, elle part globalement vers le haut et vers l'arrière pour l'ensemble de la clavicule, mais j'ai dit que la surface claviculaire au niveau de l'articulation acromio-claviculaire, eh bien cette surface-là par rapport à l'acromion, comme l'acromion partait vers le haut et vers l'arrière, eh bien la clavicule partait vers le bas et vers l'avant. Mais dans son ensemble, tu as entièrement raison, la clavicule part vers le haut et vers l'arrière. Ok, c'est clair. Ok. Bon, c'est bien. Et maintenant, la sternocostoclaviculaire, comme ça part, comme tu viens de le dire, vers le haut et vers l'arrière pour l'ensemble de la clavicule, eh bien, à son autre extrémité, elle part vers le bas et vers l'avant. Voilà. Vers le bas et vers l'avant. D'accord? Et quand on dit vers l'avant, c'est pas un truc monstrueux, hein? Parce qu'en fait, quand vous allez la mobiliser, c'est assez paradoxal, ça va vers le bas et vers l'avant, mais quand vous allez mobiliser, en fait, comme il y a très très peu de mobilité là-dedans, hein, très très peu, on peut la mobiliser, puisque autrement je serais en contradiction avec ce que je vous ai dit depuis le début, c'est-à-dire le fait de récupérer de la mobilité partout où il y en a, mais au final, on la mobilise de façon véritablement spécifique que quand elle est en dysfonctionnement, entre guillemets, en thérapie manuelle. Et le dysfonctionnement d'une sternocostoclaviculaire, c'est quand vous voyez les gens avec une sternocosto qui ressort. Et elle a tendance à ressortir plutôt vers le haut, mais pas vers le bas, parce que vers le bas, elle est sur du dur. Et elle a plutôt tendance à ressortir vers l'avant et non pas vers l'arrière, parce qu'elle est sur du dur également. D'ailleurs, quand vous regardez les gens, ça déconne quand vous voyez vraiment que ça saille, ça dépasse, quoi. Donc vous avez plutôt intérêt à le mobiliser vers l'arrière et le bas, voilà. Et non pas vers l'avant et le bas. Et la clavicule, elle, donc, elle est animée d'un mouvement de rotation externe. Voilà. Alors maintenant, sur le mouvement d'adduction, qui ne pose pas problème en rééducation, hein. Ce qui pose problème en rééducation, ce n'est pas l'adduction dans un plan frontal, c'est l'adduction dans un plan horizontal. Ça pose problème, parce qu'on peut avoir des rétractions de la capsule postérieure, j'en ai déjà parlé, ou alors on peut avoir un glissement antérieur ou un spin en rotation interne de notre tête humérale. À ce moment-là, si vous avez une tête qui est plutôt... S'il vaut bien. Ouais, à peu près. Oui, c'est bon, on voit bien. On voit bien avec déjà fort. Voilà, c'est une vue. On voit que dalle, oui. Et ouais, monsieur Parent, en vert, ça se voit pas du tout. En rouge, vert et rouge, ça fait noir. C'est plus clair, hein? Ouais, ça a l'air, non? Très bien, très bien. Bon, ouais, très bien. Imaginez que j'ai une tête qui soit légèrement... qui se déplace vers l'avant. Qui soit vers l'avant. L'avant, c'est là. Pardon, je fais chier. Allez. Vous voyez pas les pointillés, vous? Ici, on voit très bien, il n'y a pas de souci. Tu me fais chier ici. Franchement. Il rigole. Bon. Alors, vous imaginez bien que ici, si jamais je suis dans un mouvement d'adduction horizontale, c'est-à-dire que j'amène comme ça, je suis ici, pardon, et j'amène là. Si j'ai ma tête en avant, là, je vais être en restriction de mobilité ici avant l'heure. Hein. Ça va coincer là. Ouais, ça va coincer. Ouais. Donc quelqu'un qui va être ici, quand vous faites un bilan, je vais essayer de me mettre face à vous, voilà. Toujours avec le bras où j'ai pas mal, mais vous êtes ici, vous avez des gens qui vont dépasser, si vous regardez bien l'axe médian il est là, mon coude il est là, voilà, je dépasse l'axe médian, d'accord?
Je n'ai pas de mobilité, de réduction de mobilité particulière. Quelqu'un qui aurait une tête qui serait un petit peu en antéposition, enfin en glissement antérieur, ou qui serait avec une capsule postérieure rétractée, bah vous arrivez, il est là, quoi. C'est-à-dire que vous avez votre axe médian qui est ici, le coude il est ici, et puis vous voyez que l'axe médian, bah, je ne suis pas vraiment face à vous là. En tous les cas, il ne dépasse pas l'axe médian. Et quand vous avez ça, vous vous dites, wow, ça ne sert à rien de tirer comme un sauvage dessus, hein. Il faut aller réharmoniser ici. Donc, à quoi on pense? En tous les cas, c'est à décoapter, à repousser la tête en arrière et éventuellement la reprogrammer en rotation externe. Ou alors, aller étirer la capsule postérieure. D'accord? Parce que vous pouvez, d'ailleurs même il faut étirer la capsule postérieure, parce que si jamais vous réharmonisez, vous mobilisez, vous manipulez, vous appelez ça comme vous voulez, si vous avez l'impression de remettre les choses bien en place, mais que toute la journée vous avez un rappel élastique derrière qui est tendu et qui pousse votre tête, bah, sur le moment vous avez peut-être pu corriger, c'est-à-dire que vous dites ah ouais, regarde, génial, on a gagné, puis le gars, bah, vous ne réglez pas vraiment le problème, quoi, hein. Vous ne réglez pas vraiment le problème. Il faut aller voir ce qu'il y a derrière, de façon à potentiellement étirer cette capsule postérieure pour qu'il n'y ait plus un rappel élastique qui pousse sans arrêt la tête en avant 24 heures, 23 heures du temps où il ne vous voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que devant, sauf sur les capsules rétractiles, pour repousser une tête en arrière, il faut vraiment que ça soit complètement... C'est lâche ici devant. On a dit que c'était lâche devant, c'est lâche en dessous. D'accord? Par contre, derrière et au-dessus, c'est tendu. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de ligament. De toute façon, il n'y a pas besoin de ligament parce que c'est tendu. Mais si c'est super tendu, si c'est rétracté, bah vous avez un rappel élastique qui pousse sans arrêt en avant. Ouais. Bien. Donc, il faudrait étirer les structures postérieures pour éviter que ça repousse ici. Bon, maintenant, je vous dis, l'abduction horizontale, elle poserait problème. Mais l'abduction dans un plan frontal, elle ne pose pas problème. Alors, globalement, on va avoir le phénomène inverse. C'est-à-dire que sur un mouvement d'abduction, on devrait avoir, mais ça n'existe pas en fait, on n'a pas de glissement supérieur. Mais mécaniquement, on pourrait dire qu'il y a un glissement supérieur, mais on ne l'a pas. Pourquoi? Je vous l'ai mis, mais tout simplement parce que c'est un membre qui est suspendu. Donc en fait, la pesanteur fait que normalement la tête elle va être soumise malgré tout à la pesanteur et on va avoir quelque chose qui se passe et pas quelque chose qui monte, hein. Maintenant au niveau de la scapula, bah, on va avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir une scapula quand vous descendez qui a tendance à redescendre et non pas de s'ascensionner et qui a plutôt tendance à faire une sonnette interne, d'accord? Voir si vous le faites vraiment fort, on a tendance à frontaliser cette scapula. Ensuite, bah, c'est le mouvement inverse au niveau acromioclaviculaire et sternocostoclaviculaire. Et la surface claviculaire, pardon. C'est-à-dire que l'acromion, bah, lui, va aller vers le bas et vers l'avant, et l'autre va aller vers le haut et l'arrière, mais c'est toujours par rapport à. Le mouvement mineur au niveau de la sternocostoclaviculaire, c'est que quand vous allez descendre, bah, comme c'est une baguette, comme c'est une baguette, ça aura tendance à monter. Mais tout ça, c'est de la... Je ne dis pas que c'est du vent, hein, mais ça existe très peu parce qu'en fait, ça ne pose jamais problème, l'abduction. L'abduction ne pose jamais problème dans la récupération d'une épaule. L'abduction dans un plan frontal. Hein. Dans un plan horizontal, oui. Et le plan frontal, ça ne vous posera jamais problème, y compris chez les épaules opérées. La bonne preuve, c'est qu'ils sont immobilisés coude au corps. Donc, ils sont immobilisés en position d'abduction. Donc, ça ne pose pas souci. Ensuite, la flexion. Ben, quand on a une flexion, on a plutôt un glissement postérieur de la tête, plutôt un glissement postérieur, mais avec les restrictions que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des gros mouvements, mais en tous les cas, quand vous allez mobiliser vers l'avant, vous allez faire glisser plutôt vers l'arrière, même si je sais que la tête est un peu plus tangentielle, d'accord? Un peu plus tangentielle. Au niveau de la scapula, quand vous faites de la flexion, on a une scapula qui a tendance, pareil que sur l'abduction, à s'élever, à se faire une sonnette externe. Et comme vous êtes dans du plan frontal où
d'abduction, vous passez dans un plan sagittal, la scapula a tendance à se sagittaliser un petit peu. D'accord ? Au niveau de l'acromion, il part toujours pareil, en haut, en arrière, donc la clavicule en bas et en avant, et la sternocostoclaviculaire en bas et en arrière. En bas et en arrière, parce que cette fois-ci, vous montez, comme je monte devant, la clavicule, elle est plus vers le haut et vers l'arrière, elle a plutôt tendance à partir vers le haut et vers l'avant. D'accord ? Donc si je pars vers le haut et vers l'avant, je pars ici vers le bas et vers l'arrière. Et puis, on a une rotation postérieure au niveau de la clavicule. Pour l'extension, schéma complètement inverse, normal, hein, c'est deux fonctions qui s'opposent. Donc, on imagine qu'au niveau des petits mouvements, enfin des mouvements mineurs ou associés, on a l'inverse. Au niveau de la rotation latérale, on a un glissement antérieur et une frontalisation pour ce qui est de la scapula. On va avoir les mouvements inverses, bien sûr, pour la rotation médiale. On va avoir plutôt un glissement postérieur et une sagittalisation au niveau de notre scapula. Enfin, je vous ai mis quelques trucs sur les mouvements d'épaule, enfin du moignon de l'épaule, avec le mouvement majeur et le mouvement mineur. Que se passe-t-il quand on a un mouvement d'antéposition ? Si je fais un mouvement d'antéposition du moignon de l'épaule, on va avoir une sagittalisation de la scapula. Si on a une sagittalisation, on a dit dans les cours qu'on avait une diminution de l'angle homoclaviculaire avec un bâillement antérieur. Et puis, sur la sternocostoclaviculaire, on va avoir, si j'amène vers l'avant, ça a tendance à partir vers l'arrière, donc on a un glissement postérieur. Et puis, comme la clavicule est orientée vers le haut et vers l'arrière, si jamais je fais un mouvement d'antéposition, j'ai donc tendance à la frontaliser. Ouais, parce qu'elle est déjetée en arrière par rapport à un plan frontal de 25 à 30 degrés en arrière, alors que la scapula, rappelez-vous, elle est déjetée en avant par rapport au plan frontal de 25 à 30 degrés, ce qui nous donne un angle homoclaviculaire. Tout le monde me suit là ? Entre la scapula et la clavicule de 60 degrés, pour un play 30 plus 30. Et maintenant, quand on a une rétro... Attends, je termine, puis je réponds à ta question. Parce que c'est tout simplement les mouvements inverses. Quand on a une rétroposition, on va donc avoir plutôt une adduction du scapulum ou une frontalisation, hein, les deux se disent, ou une translation interne, enfin médiale, ou une rotation interne, on avait dit. Hein. Il y avait ces quatre appellations dans le cours. On a plutôt, comme c'est l'inverse, on a plutôt une ouverture de l'angle homoclaviculaire avec un bâillement postérieur, et puis glissement antérieur et oblique vers l'arrière pour ce qui est de la clavicule. Donc voilà comment le tableau est monté, de façon à ce que quand vous serez en thérapie manuelle, et qu'on vous apprendra à essayer de réduire ou de réharmoniser tout un complexe, vous vous direz, je suis dans telle articulation, voilà qu'est-ce qui se passe au niveau articulaire. Maintenant, donc ça, ce sera pour vos mobilisations purement articulaires, à partir du moment où vous aurez relâché tout ce qui est tissu mou, à savoir capsule ligamentaire, hein, il y a des manœuvres bien particulières pour étirer telle ou telle entité anatomique, ou alors, qu'est-ce qui se passe au niveau musculaire dans l'unité homo-humérale, ou qu'est-ce qui se passe au niveau musculaire dans l'unité scapulothoracique, en sachant que, en fonction du rythme scapulo-huméral, il y a des moments où ça prédomine en mobilité et d'autres où ça prédomine en stabilité. Tout le monde a suivi ou pas? Parce que là, si vous me demandez de redire ce que je viens de dire, j'en sais rien. Ouais. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que la tête allait vers l'avant. Vous avez dit que si les muscles postérieurs étaient rétractés, la tête allait vers l'avant. J'ai pas compris le phénomène. Ah, il est fou, lui. Ah, ça a été confirmé T'es par un grand malade, toi, j'ai jamais dit ça.
J'ai dit que là, mais il est malade ce mec. Je t'ai dit que la tête pouvait être maintenue en position, on va dire vers l'avant, en glissement antérieur, si tu avais une capsule postérieure qui était rétractée. Parce que tu vas avoir un rappel élastique qui va pousser sans arrêt sur la tête. Et donc, mais en quoi le fait qu'elle soit rétractée la pousse vers l'avant, ça devrait la pousser vers l'arrière? C'est ça le truc. Quand tu as une capsule postérieure, et regarde mon petit schéma là, si j'ai une capsule postérieure ici qui est rétractée, ah, ok. on a tendance à pousser vers l'avant, hein? Yes. Non? Yes. C'est QFD. Très bien. C'est très clair. Ou dire. J'avais pensé que c'était un élément qui tirait vers l'arrière, alors qu'en fait, c'est comme si avec mon doigt, je la poussais. Ouais, non, ok, d'accord, c'est très clair. C'est comme si avec ton doigt, tu la poussais vers l'avant. Non, mais dans le sens. Non, mais, je me suis compris. Mais, ne t'inquiète pas, hein, c'est pas. C'est à la fois simple à comprendre et au départ, il faut se mettre dans cette logique-là, quoi. Voilà. Oui. Quelle rotation. Elle serait véritablement en rotation sur elle-même si tu avais des gros rotateurs internes qui étaient prédominants sur des petits rotateurs externes. Avec, bien sûr, quand je dis, c'est toujours comme ça, mais avec quelque chose qui serait déséquilibré. Quand c'est équilibré, c'est dans la normale que ce soit centré avec un rapport de 2/3. C'est comme ça. D'accord? Et si maintenant, pour une raison quelconque, tu as des rotateurs externes qui déconnent, ils ne sont pas nombreux, ils sont que 2, hein, et puis tu peux très bien avoir des pathologies de l'aquame des rotateurs. Alors le plus, dans notre malheur, celui qui est le plus touché, fort heureusement, c'est celui qui passe au-dessus ici. Celui qui passe au-dessus, c'est le supraépineux. Hein, on va mettre supraépineux ici. Certains le considèrent comme rotateur externe, hein, malgré tout. Hein. Bien sûr. Moi, je vous dis, il domine les débats. Il n'est pas tant rotateur externe que ça. Mais ici, vous avez l'infraépineux, épineux, et puis petit rond. Ouais. Et ici, vous avez le subscapulaire. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit que c'était un gros muscle avec un bras de levier très court. Hein, donc, il était rotateur interne plus les 3 grands. Bon, si pour une raison quelconque vous avez l'infraépineux, ou certains considèrent celui-ci comme étant rotateur externe, si vous avez le supraépineux qui commence à déconner, de toute façon, si vous avez le supraépineux qui déconne, globalement, il ne va plus assurer son rôle de cale élastique, vous êtes d'accord? Et donc, il va mettre en surcharge fonctionnelle tous les autres muscles de la coiffe, et notamment, pour les recentrer, le subscapulaire, c'est sûr, mais l'infraépineux, puisqu'on a dit que l'infraépineux, c'était le recentreur par excellence. Et également, la longue portion du biceps. C'est pour ça que dans les pathologies de la coiffe, on a souvent une tendinopathie du long biceps. Parce que lui, il est intra-articulaire, enfin, extra-articulaire, mais intracapsulaire, et il passe dans le sillon intertubérositaire sous le ligament transverse, vous vous rappelez de ça, hein? Il descend, il appuie sur la tête, sachant que son copain, lui, il la monte la tête. Mais pour le même boulot, vous avez plutôt que d'avoir 1, 2, 3, 4, plus 1, 5, si vous en avez un qui commence à déconner un peu, on va dire qu'on le met au repos, c'est de la théorie tout ça, on le met au repos, vous avez pour le même travail, vous n'avez plus que 4 qui bossent. Donc les autres, ils sont en surcharge fonctionnelle. Surcharge fonctionnelle, le long biceps dans un premier temps, c'est ce qui fait mal dans une épaule. Ça fait mal dans une épaule, ça ne recentre pas bien, donc on a un flux huméral qui a tendance à monter. Et je vous ai dit que ce qui faisait mal dans une épaule, c'était la longue portion du biceps et la bourse séreuse. Donc dans un premier temps, on a souvent une bursite, une inflammation de la bourse séreuse
qui a tendance à être enflammée, enfin elle s'enflamme et elle grossit un peu. Si elle grossit, elle diminue. J'aurais pas le temps de vous faire la biomécanique, mais on est déjà dedans un peu là, enfin la physiopathe, et on est déjà un petit peu là-dedans. Si vous avez une membrane qui au départ assure les glissements de façon normale, puis d'un seul coup, pouf, elle grossit. Elle grossit. La diminution de l'espace, c'est comme si vous aviez un corps étranger, entre guillemets, tu vois. Donc elle prend de l'espace, elle diminue ta distance D, quoi. Un rythme, un conflit sous-acromial. Je crois que je vous l'ai déjà mis, ça. J'avais déjà fait ça. Voilà, vous avez une voûte ici. Hein. Ça, c'est vue de profil. On a retiré la tête, qui est là. Les autres voient, là. Je ne sais pas s'ils voient, oui. Vous voyez ou pas? Allô? Oui. 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 Voilà, on a notre distance D, là. La petite distance D. Bien sûr, là-dedans, passe sur la tête. Vous allez avoir la bourse séreuse. Et vous allez avoir l'infraépineux. Le supraépineux. L'infraépineux, si on dit que ça, c'est l'arrière et ça, c'est l'avant, ben, on va avoir l'acromion serait ici. On aurait une coracoïde qui serait à peu près là. On aurait un ligament. Normalement, le ligament, c'est en vert, hein, toujours. Un ligament qui est ici. D'accord? Ça, c'est la coracoïde. Bon, voilà cette distance-là. La distance, elle est les parties molles. Si jamais, bourse molle. Si jamais on a cette tête humérale qui s'ascensionne en face de la glène, hein, ici j'ai mon truc, il y a la glène derrière, ça s'ascensionne, ça va être une diminution de cette distance-là. D'accord? C'est pour ça que le chirurgien, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il abrase, puisqu'on a vu qu'il y avait différents types d'acromions, hein, on a vu ensemble. Il fait ce qu'on appelle une acromioplastie. Il abrase ici. Il vire le ligament acromio-coracoïdien. Il fait de la place. Quoi. Dans un premier temps, il fait de la place. Et puis, vous allez travailler des techniques de recentrage. De recentrage, vous allez essayer de relancer cette musculature qui peut être à l'origine d'un défaut cinématique. Si maintenant il a besoin de suturer, parce que ben, c'est monté sous le ligament il serait un peu plus vers là, c'est monté parce qu'il est triangulaire à sommet inférieur, hein, rappelez-vous. On a dit qu'il est à sommet inférieur. Et puis vous avez l'acromioclaviculaire ici, parce que si vous avez l'acromion ici, vous allez avoir la scapula, l'épine, la clavicule qui va partir là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conflit? Puis on terminera là-dessus ce soir, parce que c'est de la pathologie, on n'est plus dans de la synésio. Mais on peut avoir des conflits plutôt antéro-internes, c'est-à-dire plutôt focalisés sur l'avant. On peut avoir des conflits supérieurs, et on peut avoir des conflits postéro-externes. Voilà. On a, bien sûr, pour chaque type de conflit, on a une manœuvre clinique de mise en évidence, même si c'est loin d'être évident, et qu'on ne peut pas faire un diagnostic avec une seule épreuve. On peut faire un diagnostic avec une cohorte de trucs. Même si les chirurgiens disent encore, bon, ça c'est positif, hein, on y va. Mais, je me répète, les EBPistes que vous êtes maintenant, quand vous lirez la littérature, on sait très bien qu'on ne peut pas faire le diagnostic avec un seul test, c'est pas possible. Ne serait-ce que parce que la coiffe des rotateurs, si on parle de coiffe, on a vu que c'était une nappe tendineuse avec des épaississements et que chaque truc se croisait à peu près à 45 degrés les unes par rapport aux autres. Moi, je fais le ménage, j'ai foutu des saloperies là-dessus. Putain, c'est toujours des conneries. Ouais. J'ai l'impression d'être Cosette ici. Voilà, là, j'ai réparé les dégâts. Alors, on peut avoir après des causes hautes, moyennes et basses. Hein, donc, comprenez qu'il y a 3 types de conflits. Et après, il y a 3 causes possibles. Les causes hautes, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être ce qu'on appelle des ostéophytes, hein, c'est-à-dire de l'arthrose qui se développe au niveau acromioclaviculaire. Et puis, globalement, on va avoir de l'os, hein, des ostéophytes. Voilà. Ça vous parle, l'ostéophyte ou pas? Non, pas encore.
Ouais, enfin bon, c'est des excroissances, des machins. Enfin, c'est dû à un phénomène arthrosique. Mais si petit soit-il, on a cette distance qui diminue du coup. D'accord? Donc ça, c'est des causes hautes. On peut avoir des causes moyennes. Les causes moyennes, ça peut être une bourse séreuse qui s'épaissit. Et on a une bursite, ça diminue la distance. Mais on peut avoir au sein du muscle qui passe dedans, on peut avoir des calcifications. Ouais, c'est des causes moyennes, ça. Calcification, vous n'y pourrez rien. Là, vous pouvez faire de la physiothérapie, vous pouvez faire du recentrage, vous pouvez faire tout un tas de choses. Là, on peut faire du recentrage, mais c'est plutôt arthrose acromioclaviculaire, c'est chirurgical. Vous n'y pouvez rien du tout. Un acromion qui est trop crochu, ouais, c'est une cause haute, mais c'est chirurgical. Vous n'y pouvez rien non plus. D'accord? Après, vous pouvez en post-op intervenir, mais sur le truc, on vous les envoie en première intention, vous essayez de faire du recentrage, mais après, ça a ses limites. Hein. Il y a des moments où on n'y arrive pas, donc le chirurgien intervient. Donc il y a les causes hautes, acromion crochu, plus ou moins, ostéophyte. Les causes moyennes, calcification intratendineuse, bursite. Cause basse, on peut avoir, rarissime maintenant, je l'ai vu dans le temps, mais ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas vu ça, on pourrait avoir une tête humérale qui avait été fracturée avec un cal hypertrophique. C'est-à-dire que plutôt que de cicatriser dans de bonnes conditions, il a cicatrisé, mais voilà, avec un truc un peu bizarre, hein, cal hypertrophique. Mais n'empêche que ce cal hypertrophique-là, potentiellement, il diminue encore votre distance. Et puis, ce qui est royal pour nous, ce qui est vraiment royal pour nous, c'est les causes basses cinématiques, c'est-à-dire le déséquilibre qu'il peut y avoir entre les muscles qui ascensionnent la tête, des muscles qui la centrent. C'est-à-dire que quand vous êtes, on retombe sur entre les muscles qui vont stabiliser ici et les muscles qui vont monter là. Voilà. S'il n'y a pas un bon équilibre entre tout ça, bah, souvent c'est ceux-là qui l'emportent. Ouais, donc les muscles de la coiffe, ils déconnent, c'est ceux-là qui l'emportent. Et si jamais ça l'emporte, eh ben, on va avoir pareil une voûte sous-acromiale, enfin une distance qui va être. Et après, si c'est plutôt vers l'avant, alors ça dépend du muscle, ça dépend de l'origine et tout, mais on peut avoir plutôt des conflits antéro-internes, on peut avoir des conflits supérieurs ou des conflits postéro-externes. Les conflits postéro-externes, c'est essentiellement des gens qui vont, même des sujets jeunes, hein, c'est des gens qui vont être sur des mouvements d'armée fouettée. Donc à chaque fois qu'ils arment, vous imaginez cette tête qui vient en rotation externe et qui vient potentiellement buter contre la partie postérieure du labrum ou de l'acromion. D'accord? Donc on a ce geste-là. Et les douleurs sont postérieures. Douleurs supérieures, bon, ok. Les douleurs antérieures, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand vous êtes sur une vue aérienne, bah, les douleurs antérieures, si vous avez une capsule postérieure qui est tendue, on va avoir tendance à pousser un peu votre tête plutôt vers l'avant. Des fois, il ne faut pas grand-chose, hein, ne croyez pas que c'est toujours des gros déplacements. C'est pas grand-chose hein, pour qu'une épaule commence à déconner. Ouais. Parce que, alors là, on raisonne, attention, hein, parce qu'on raisonne par rapport à la tête humérale. Mais maintenant, comme je vois que j'ai des spécialistes en face de moi, là, on raisonne comme ça, et pendant des années, les gens ont raisonné comme ça, en se disant, ben, le conflit, c'est par rapport à une tête qui se déplace. Ouais, ok. Le problème, c'est que dans le même temps, le scapulum se déplace aussi. Donc maintenant, on va raisonner par l'absurde. Si jamais vous avez cette fois-ci une tête humérale qui, elle, ne bouge pas, mais que vous avez un scapulum qui est en sonnette interne, en bascule antérieure, pardon, d'accord, ou qui se positionne mal, ça revient au même. Parce que entre une tête humérale, un scapulum qui est stable, et une tête qui a tendance à monter vers le haut et vers l'avant, ouais, tu vas avoir un conflit antéro-interne. Mais si maintenant j'ai ma tête qui est stable et que c'est ma scapula qui est basculée en avant, la distance, elle diminue toujours. Hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc un mauvais positionnement de scapula, c'est-à-dire une dyskinésie scapulaire, peut nous amener à un conflit. Donc vous, après, est-ce que vous êtes plutôt sur l'entité tête humérale en fait, on est à chaque fois sur tout, mais quand vous rééduquez l'épaule, il faut se dire, merde, qu'est-ce qui doit bouger à quel moment et qu'est-ce qui doit être fixe à tel moment. Et quand vous faites votre bilan d'épaule, vous devez être en capacité de faire la part des choses et de savoir quelle est l'entité anatomique qui déconne. Et voilà, donc je ne ferai pas, pile poil à l'heure, c'est parfait. On ne fera pas la physiopathe hein, cette année, il y a plein d'autres trucs à dire, mais voilà, si vous avez compris un petit peu ce raisonnement-là, vous en sortirez toujours, sachant que vous aurez de ce point de vue-là probablement à me subir encore, parce que c'est moi qui fais la rééducation de l'épaule tendineuse, c'est-à-dire conflictuelle et rupture de coiffe. Sur ce, je vous remercie. Oui, je peux répondre à tes questions avant, mais pour être vraiment dans les temps, regarde, je vais presque attendre.